Alors bonjour, ici Joël Musa et c'est parti pour le Collab 2018. On est le 6 juin et je suis avec To et je suis très content de vous voir ici, de co-construire avec vous. Donc je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à me rejoindre sur la fenêtre qui est là. Et donc, on va faire les présentations. On va commencer par Virginie à Lausanne. Bonjour Virginie. Allô Virginie. Ah, elle a muté son micro. Limité, ouais. J'allume le micro, c'est bon. Bonjour, donc je m'appelle Virginie Guignard, je suis une habituée du Collab et je me réjouis de cette séance qui va être passionnante. Je suis une passionnée d'innovation. Voilà. Merci Virginie, elle fait partie des mousquetaires du savoir, l'équipe qui a contribué à mettre en marche le Collab 2018. Alors, Rotana en France. Bonjour Rotana. Bonjour Joël, bonjour à tous. Rotanati, donc à Émaraville, à 25 km environ de Paris, pas loin d'Euro Disney pour situer concrètement. J'ai rejoint le Collab du Savoir cette année, donc pour moi c'est une grande découverte. Cet événement c'est une première pour moi aussi et je suis intéressé par les thématiques du knowledge management, de l'innovation aussi et de la formation, du développement professionnel. Merci beaucoup Rotana. Alors, à Nanterre, il y a deux. Alors, je vais inviter Loïc. Loïc. C'est pas moi. Non, j'ose pas prononcer ton nom pour ne pas le massacrer. Ça se prononce comme ça s'écrit. Oui. Et ça s'écrit comme ça se prononce. Exactement. Donc, je me présente, je m'appelle Loïc, je suis en stage actuellement à Innopreg, où travaille Pascal Bernardon. Il y a Pascal juste à 1 mètre de moi en face. C'est ma première fois à Collab 2018, donc je suis content de vous voir tous et on va passer une bonne soirée. Et, voilà. Et le thème de l'intelligence artificielle, ça m'intéressait, c'est pour ça que je suis venu en fait. Et voilà. Et enchanté. Merci Loïc. Il y a un peu d'écho, donc peut-être vous pouvez faire quelque chose là-dessus. Là. Alors Pascal à côté, bonjour Pascal, tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, content de participer à cette 8e édition du Collab du Savoir. Content qu'il y ait plein de monde, des nouvelles têtes, c'est super, des anciennes aussi. On va passer une bonne soirée, on va échanger sur 2 thèmes. Et donc j'aurai le plaisir avec Jean-Claude d'animer le premier thème. Merci Pascal. Bruce vient d'arriver, Joël. Il sera juste sur Zoom pour l'instant parce qu'il est resté au bureau à Paris où il est actuellement. OK. Bruce est sur Zoom, là? Oui, il est sur Zoom, Bruce. Bruce, tu es là? Tu peux te présenter? Apparemment, il n'a pas de micro. C'est qu'on jouait la liste. Mais... Ah, OK. Ah, ça y est. Bruce, tu peux te présenter? La première question, est-ce que vous m'entendez? Très doucement, là, très doucement. Oui, donc, je me présente. Je suis ancien collègue de Pascal depuis plus longtemps que j'aimerais admettre. Non, ouvre ça. Et Ouvre. à Paris. Mais en ce moment, j'entends un écho. Donc OK. Vas-y. De moi, ou... Non, ça vient pas de toi. Et donc, je suis retourné retrouver mon pays d'origine il y a 2 ans, mais là, je suis en déplacement à Paris. Et donc, un peu
handicapé techniquement parce que je dois utiliser les moyens à ma disposition. Et donc là, je suis sur Zoom. Je ne fais aucune promesse quant à la qualité du son. Je m'excuse par avance. Bon, je travaille dans le domaine de la gestion des connaissances depuis très longtemps. Tu coupes ta caméra. Et OK. j'ai hâte d'entendre des nouvelles dont vous allez discuter très prochainement là. Excellent, merci Bruce. Alors, au plaisir de co-construire avec toi. Alors, à Gaspé, Jean-Claude. Bonjour, Joël. Il y a un petit retour, hein? Il y a pas mal d'écho, oui. OK, là, ça va? Oui, excellent. Est-ce que... OK. Bonjour, Joël. Moi, je suis un des participants, ou en tout cas un des mousquetaires du savoir. On dirait, je fais du conseil en gestion au niveau des organisations, mais j'ai une préoccupation particulière, gestion des connaissances. C'est beau. Excellent, merci Jean-Claude. Et à côté, Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Moi, je suis retraité de l'éducation et c'est ma première expérience initiée par mon ami Jean-Claude. On discute très souvent de développement social, communautaire, participation citoyenne, tout ce qui amène ça. Fait que je vais suivre de près tout ce qui va se passer dans le domaine du collab. Bonne journée à tous. Merci Jean-Yves. Ici à Montréal, Pierre, peux-tu te présenter? Bien sûr, bonjour. Donc, c'est ma première participation au collab malgré de multiples invitations de Joël au cours des dernières années. Je suis psychologue organisationnel aussi. J'interviens beaucoup dans la transformation numérique et l'implantation de systèmes, ERP entre autres, et dans la gestion donc de la transformation puis de la transformation culturelle. Je m'intéresse aux communautés de pratique en ligne et à l'innovation, donc, et à quel moment l'innovation émerge dans les communautés de pratique qui sont virtuelles. Super, merci Pierre. Je suis bien content que tu sois venu. Finalement. Et donc, ici à côté de moi, Loïc Richard. Oui, bonjour tout le monde. Donc, un co-mousquetaire puis un co-organisateur. Donc, j'interviendrai certainement plus tard ou lors de la prochaine séance pour l'animation. Et actuellement, avec d'autres personnes, on est en train de mettre un Living Lab à la Chine qui a pour objectif de travailler sur l'innovation sociale, la citoyenneté numérique et tout ce qui est lié autour du big data, intelligence artificielle, deep learning. Et par exemple, on va mettre prochainement un projet en place au niveau de Québec, mais aussi du Sénégal, sur toute la structure de la littératie numérique. Donc, on travaille beaucoup sur l'infrastructure plutôt que l'infrastructure, mais l'infrastructure permet de créer l'infrastructure, l'infrastructure permet d'alimenter l'infrastructure. Voilà. Excellent. Donc, parfait. Alors, je vous invite tous à me rejoindre sur… Ouais, il y a Resort Team qui vient d'arriver. Pardon? Ah, il est reparti, pardon. Non, Resort Gym, c'est qui? C'est Marie-Claude. Comment? Marie-Claude. Marie-Claude? Marie-Claude Dudon. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On est dans les présentations. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je m'appelle Marie-Claude Hudon. Oui, allô? Je m'appelle Marie-Claude Hudon. Je suis coordonnatrice d'un réseau qui s'appelle le Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires. Alors, c'est un réseau en développement social. On travaille avec différentes équipes de développement social dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Super. Merci Marie-Claude.
Donc, je vais Il a fait fort, Jean-Claude, hein, sur le Gaspé. Hein, il a fait fort. Hein. Je vais demander à Jean-Claude de mettre des bulles correspondantes. Là. Et je vais vous inviter de me rejoindre à l'ardoise 02A, thème 1, l'intelligence sociale. Et donc, avant de commencer, avant de passer la main au animateur jardinier, je vais vous inviter à lâcher la souris, fermer les yeux et participer à notre petit exercice de présence à soi ou mindfulness. Donc, on prend une bonne inspiration. On expire. On fait ça 3 fois. C'est beau. Alors, je vous passe la main, Jean-Claude et Pascal. OK. Bah, l'idée, en fait, puisque tout le monde est sur le tableau blanc du thème 1, donc le thème 1 que vous avez décidé de discuter, puisque c'est suite au sondage qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est quelles sont les initiatives à mettre en œuvre pour développer une intelligence sociale et collaborative. Donc avec Jean-Claude, on a préparé un petit peu le terrain pour vous aider, pour que la discussion commence, s'entame. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir sur le tableau blanc, je dirais deux idées principales. C'est quoi l'intelligence collaborative, c'est quoi l'intelligence sociale. Donc si chacun peut s'exprimer sur sa vision de ces deux intelligences, et après de savoir si ça a lieu, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-être, c'est du savoir-vivre, lequel est plus du savoir-être et lequel est plus du savoir-vivre. Donc je vous invite maintenant, pendant 5 minutes, en silence, à poster vos idées et puis après, on fera un tour de table et on discutera tous ensemble en fait, de ce sujet très intéressant. Allô? Oui. Bonjour, Roberto. Oui, bonjour Roberto. Ok. Tu peux te présenter 2 minutes là? On est en pleine séance de travail, mais comme tu es arrivé un peu en retard, ce serait bien pour que les participants puissent te connaître. Bon, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes. Donc, Roberto Fiorentino à Paris. Je travaille aujourd'hui chez Total dans la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou non? Je les répondrai petit à petit. Merci Roberto. Nous sommes en train de travailler à co-construire sur la page 02, le thème 1, intelligence sociale. Oui. Donc, est-ce que tu es sur WebIDEA Pro? Oui, je suis sur la page. OK. Donc, chacun propose des bulles sur les idées de chacun et les relie avec d'autres idées. OK. J'ai un écran tout petit, donc c'est tout petit. Okay. Il y en a qui font de la musique électroacoustique. Ouais, je me suis trompé entre l'audio et la vidéo. Ça arrive. C'est parti. C'est impromptu. Catherine Livet vient d'arriver. Pardon? Catherine Livet vient d'arriver, apparemment. Sur la liste, Catherine Livet. Catherine? Catherine Livet, est-ce que vous nous entendez?
Non. Ah, Catherine Nivel nous entend, mais elle a un problème de micro apparemment. Si pouvez-vous vous présenter, Catherine, rapidement, s'il vous plaît. Là, je vous entends. Allô, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, Catherine Nivet, je suis ingénieure en télécom. J'ai été intéressée par le Collab 2018, voir un peu ce qui s'y disait et ce qui s'y faisait. Donc, Ok. je suis toute oui et je... Vous êtes situé où, s'il vous plaît? À Montréal, en fait. À Montréal, ok, d'accord. Non, je vais mettre l'écran en face de mon micro, comme ça. Et de ma caméra, parfait. Alors, Catherine, nous sommes dans l'écran 02, thème 1, intelligence sociale. Et chaque participant est en train de co-construire, de mettre des bulles avec les idées. Les bulles, c'est comme des post-it électroniques et faire des liens. Et donc, on travaille quelques minutes là-dessus. Là. Ok. C'est bien, ça jardine bien. Hein. Eh oui. Il est interdit de maltraiter les claviers. Ici, nous sommes dans un espace de bienveillance. On laisse encore 2 petites minutes et puis après on fait un tour de table. Excellent. Je vous propose de faire un tour de table, si tout le monde est d'accord. Je suis d'accord. Alors, qui le premier veut s'exprimer sur les bulles qu'il a mis sur le tableau blanc qui est riche, qui est d'une richesse? Je vais bien commencer, si tu veux, Pascal. Bah, vas-y, Virginie. Alors moi, je me suis focalisée sur le centre, c'est-à-dire sur la partie savoir-être, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est au cœur entre l'intelligence collaborative et sociale telle que vous l'avez mise sur le tableau de base. Et puis pour moi, le savoir-être, c'est d'abord savoir-être ensemble, c'est vraiment la base, et selon une vision commune. Parce que si on n'a pas la même vision, au bout d'un moment, la communauté va exploser ou va se séparer en plusieurs morceaux parce que la vision sera différente de l'un à l'autre, avec des outils pour donner la parole à chacun ou pour structurer l'organisation. Alors moi, je vous ai mis comme outil un outil que j'utilise ces temps, qui s'appelle le code social. C'est un outil qui fait le balayage à 360 degrés de toutes les organisations, qui peut servir de contrat de travail, qui peut servir pour faire des audits, qui peut servir pour faire des structures d'organisation. Et c'est un outil qui est chouette, c'est un outil qui a été créé entre des Français et des Suisses et qui actuellement se développe dans des communautés bienveillantes. Et chaque communauté remplit un code social qui est validé par la communauté, et ce qui fait qu'en fait toutes les organisations qui rentrent dans le code social, qui sont validées par le code social, font partie de la même communauté et se reconnaissent en tant que personnes qui collaborent dans le même état d'esprit. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cet outil parce qu'on peut vraiment l'utiliser vraiment dans plein de situations. C'est vraiment un outil vraiment
avec plein de potentialités. À partir de ce code social, on peut, on peut valider des cercles d'apprentissage d'un côté ou des choix de modèles sociaux. Donc, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour faire de la communauté ou du fonctionnement entre individus en petits groupes. Dans les modèles sociaux, je vous ai mis quelques exemples, l'holacratie, la symbiocratie. L'holacratie, c'est une organisation par bulle. La symbiocratie, c'est une optimisation des organisations qui suppose d'avoir une organisation éthique et basée sur les valeurs. Puis après, il y a d'autres systèmes innovants aujourd'hui qui existent actuellement dans ce moment d'innovation que tout le monde est en train de vivre en ce moment. Au niveau des cercles d'apprentissage, ce qu'on met surtout en avant dans les cercles d'apprentissage, c'est l'agilité, la bienveillance et l'éthique. C'est vraiment les piliers fondamentaux. Et tout ça, en fait, ça sert pour entrer dans l'action. Puis l'action, il y a quoi comme action? D'un côté, il y a la co-création, côté donc petit groupe, et pour les communautés. Et puis de l'autre côté, entrer dans l'action, c'est créer la communauté. Et tout ça, en fait, ça tourne surtout autour du point principal qui est la confiance. Parce que sans confiance, il y a tout qui s'effondre. C'est vraiment le cœur de l'ensemble. Voilà. Ok, merci Virginie. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce qu'a dit Virginie ou sur les bulles qu'il a mis ou les deux? Pierre, Roberto, Jean-Yves, Rotana, Loïc. Bon, je vais continuer. Moi, j'ai développé la bulle pour compléter ce qu'a dit Virginie. Moi, j'ai mis une bulle qui est développer les capacités de fertilisation. En gros, c'est la capacité des individus à créer un espace commun d'échange et de co-construction en vue d'atteindre un objectif. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui travaillent ensemble d'avoir une ouverture d'esprit, non pas de fermeture, et de pouvoir essayer de co-créer, de co-partager et d'échanger un objectif afin d'obtenir un résultat. Et le fait d'avoir cette approche en termes de travail, ça permet de changer pas mal l'état d'esprit des personnes dans le cadre d'un échange. Aujourd'hui, avec le tableau, on a un exemple de fertilisation où tout le monde a participé, apporte un ensemble d'éléments, de concepts, de bulles, mais en même temps des outils ou une approche ou des approches plus professionnelles. Et c'est cet élément-là qui permet réellement de pouvoir continuer à évoluer et puis à acquérir de nouvelles connaissances ou de développer de nouvelles connaissances. Ok, merci Loïc. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Bruce, Catherine, Jean-Claude, Martin, Pierre? C'est Jean-Claude. Ok. Dans mon cas, moi, je l'ai pris plus sous l'angle de où est-ce qu'on était puis où est-ce qu'on veut aller. Puis on dirait ça m'a comme ramené à la notion de compétence. Quand on a été formé, éduqué, on a été élevé dans un modèle qui était plus un modèle de compétition. Et là, on dit ce qu'on essaye de faire, c'est de se mettre sur un modèle qui est plus un modèle de collaboration. Et il y a certaines compétences qu'on n'a pas appris, entre autres la partie créativité, la partie prise de décision, la partie leadership, résolution de problèmes complexes. C'est des compétences qu'on a besoin là pour justement parce qu'on est dans des mécanismes qui sont un peu plus de collaboration puis de partage. Et on va devoir retourner à la base de ces compétences-là. Je pense, si on veut justement sortir de notre modèle qui est plus un modèle de compétition pour se ramener sur un modèle qui est plus un modèle de coopétition, en tout cas, ou de collaboration. Et là, on va dire, ça amène à toutes les notions de savoir-être. Fait que moi, je le prends sous cet angle-là. Là. Ok, merci Jean-Claude. Quelqu'un d'autre veut réagir?
Ben, dans le même sens, parce que je trouve ça intéressant, tu parles donc des différentes façons d'approcher un problème, un programme ou c'est ça, plus un problème. Un point, moi, qui m'apparaît important, c'est dans le savoir-vivre. Je n'étais pas trop certain si on mettait dans le savoir-vivre ou dans le savoir-être, mais c'est un peu, en tout cas, dans les deux endroits, je le verrais probablement, c'est ce qu'on appelle la diversité, à la fois en termes de la diversité cognitive, hein, les faits que les gens ont des types cognitifs, des types de résolution de problèmes, des types d'approches de problèmes différents. Donc ça, c'est un aspect important. En même temps, il y a des différences culturelles qui vont entrer en ligne de compte, entre autres parce qu'on a de plus en plus des approches internationales ou globales, mais également parce qu'il y a de plus en plus, avec l'arrivée donc des nouveaux travailleurs issus de l'immigration, ça va nécessiter aussi une compréhension et une connaissance donc des différences culturelles pour pouvoir bien interagir puis bien comprendre ce que l'autre dit ou veut dire ou ses intentions à tout le moins. Merci Pierre. Quelqu'un d'autre? J'aimais ta bulle diversité, Pierre. Okay. N'oubliez pas de bouger les lèvres. Du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Pierre. On t'entend pas, Loïc. Loïc veut parler, mais on l'entend pas. Est-ce que vous l'entendez, Loïc, là? Non. Non. Ton micro marche pas? Ah, attends. Du coup, je disais que j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre au niveau de la diversité. Et je pense aussi qu'on est éduqué d'une façon et avec l'éducation, on est amené à penser d'une manière. Et des fois, face à des différents problèmes, c'est intéressant de voir des personnes d'autres cultures avec différents points de vue, différentes éducations. Parce qu'au final, on pense souvent dans une sorte de boîte, en fait. Et justement, avec la diversité, avec les différences culturelles et cognitives, comme avait dit Pierre, je trouve que c'est une bonne façon, justement, pour trouver de nouvelles perspectives d'évolution, de nouvelles solutions et ouais, éventuellement des nouvelles solutions à des problèmes. Voilà. Donc, moi, j'ai ajouté justement l'ouverture pour faire suite à ce qu'avait dit Pierre, suite aux différences culturelles. Et aussi la notion d'empathie. Notion d'empathie qui est, je pense, très importante dans les notions humaines. C'est pour ça que je l'ai mis dans le savoir-vivre, histoire de comprendre ce que une autre personne ressent, les sentiments d'une autre personne. Et voilà, c'est comme ça qu'on vit ensemble, c'est comme ça que vit une société. Donc, c'est pour ça que j'ai mis empathie dans ce secteur-là. Voilà, je te rends ça. Merci Loïc. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir? Je voulais, moi, interagir par rapport aux compétences tout à l'heure de Jean-Claude, où en fait, on s'aperçoit que les compétences, avant, on les apprenait de façon globale, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question, le leadership, qu'est-ce que c'est? Ben, les gens l'avaient ou ne l'avaient pas, l'avaient acquérir, enfin, l'avaient, comment dire, par rapport à leurs expériences, mais on ne se posait pas la question de savoir, mais comment fonctionne réellement le leadership et comment est-ce qu'on fait pour l'apprendre, en fait, ce leadership. Aujourd'hui, on est au monde où on arrive dans les compétences, et puis là où on demande à certaines personnes d'avoir du leadership et d'autres non. Et ça veut dire aussi qu'il y a aussi dans notre société un besoin des choses qui étaient considérées comme normales, qui étaient considérées comme habituelles ou qui venaient comment dire, de la personnalité d'une personne. Aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont à apprendre et qu'il y a des choses qui se remettent en question. On parlait aussi du multiculturel. Moi, je travaille beaucoup avec des Africains. Et moi, je m'aperçois pas mal qu'il y a des choses qu'on pense acquises, des choses qui sont normales, et en fait, pas du tout, parce qu'il y a d'autres façons de penser,
et en particulier dans la validation de la hiérarchie sociale qui, souvent, ce n'est pas du tout les mêmes règles. Et ça, c'est important de rendre compte, l'ouverture à l'autre et l'ouverture à la différence. Et souvent, on arrive avec nos pensées qui sont, comment dire, formatées par notre éducation. Et puis, à un moment donné, on se retrouve face à des choses qui ne fonctionnent pas avec l'autre en face. Puis on se dit, mais on se pose la question, ça peut tourner longtemps. Simplement, c'est parce que l'autre fonctionne de façon diamétralement opposée. Comme par exemple, nous, on a plutôt tendance à fonctionner sur un système un peu, en tout cas en Europe, sur un système un peu patriarcal, alors que certains pays en Afrique fonctionnent sur un système matriarcal en cercle. Et la validation de l'action, elle doit être validée par le cercle. Alors que nous, la validation de l'action, elle est validée par le chef qui te demande de faire quelque chose. Et alors que là-bas, non, c'est la communauté qui valide l'action. Donc, tant que la communauté n'a pas validé, il n'y a personne qui va en avant. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes à savoir. Merci. Je me permets de rebondir peut-être là-dessus. Merci beaucoup, Virginie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, la question que j'ai derrière tout ça, c'est est-ce que tous les modèles sont compatibles et est-ce qu'on peut travailler vraiment avec des modèles de pensée, enfin des groupes de gens qui ont des modèles de pensée différents? Est-ce qu'il y a toujours des vecteurs de communication et d'entente entre les différents systèmes qui nous permet d'avoir un vrai travail commun? Donc, Alors, je laisse la question là. Vas-y. Moi, je peux te répondre par rapport à ça, parce que je fais travailler des groupes depuis plusieurs années sur des projets collectifs. En fait, ce qui fait que les gens s'adaptent, il y a deux choses. La première chose, les gens s'adaptent quand ils sont habitués à l'idée que la différence existe. S'ils ne sont pas habitués au fait que la différence existe, là, ça sera un blocage complet parce que pour eux, tout le monde va fonctionner comme eux. Par exemple, travailler avec des gens qui sont au Sénégal, c'est très facile parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme eux. Travailler avec des gens qui sont en Guinée-Conakry, c'est plus compliqué parce que c'est le dernier pays d'Afrique à s'être ouvert à l'Occident. Et donc, eux, je dirais de façon générale, ils ont un fonctionnement un peu plus, un peu moins... ils ont une connaissance un peu moins importante du fait que les autres fonctionnent de façon différente. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose par rapport à ça, je perds un peu le fil là, c'est... donc, il a ce côté-là. Et oui, ce qui fait que les gens travaillent ensemble, c'est le but commun, c'est l'objectif, c'est la réussite commune. Je veux dire, si ils ont tous le même objectif commun de réussir une mission commune, ils trouveront toujours un moyen de fonctionner ensemble. Quels que soient les problèmes qui vont se poser à eux. Les problèmes peuvent être des problèmes de connexion, de langue, des problèmes de connexion Internet, des problèmes de différence de culture. Mais ça, c'est égal s'ils ont le même but commun et s'ils ont envie de réussir tous ensemble. Vraiment pas enfin, moi, ce que j'en connais, en tout cas, pour faire travailler des équipes avec des origines différentes et variées, c'est vraiment ça que moi, j'ai pu constater. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, ce que moi, j'en connais, c'est ça. Voilà. C'est Jean-Claude, là. Et je peux même rajouter que les gens ont tendance à rester dans une situation difficile avant de sauter dans une situation qu'ils ne connaissent pas. Fait que quand on regarde un peu, on dirait qu'on a des situations qui sont un peu difficiles en termes de coopération, mais comme on ne connaît pas la collaboration, la coopération, on n'ira pas nécessairement le chercher. Et c'est pour ça que je ramenais, moi, justement, l'histoire de la notion de compétences mésadaptées au fait qu'on s'en va dans des systèmes qui sont plus collaboratifs. Oui, moi je voulais rebondir sur la bulle que Pierre a mise sur le leadership distribué, parce que je trouve que c'est une notion très importante pour les équipes qui sont diverses et qui acceptent la diversité, accepter que le leadership va être distribué et chacun à tour de rôle va prendre des initiatives et que les membres du groupe vont accepter ce leadership distribué. Donc, ça va permettre à ce moment-là de co-construire un groupe dans lequel on va atteindre les objectifs, mais sans nécessairement avoir un consensus. On va travailler pour l'atteinte de l'objectif, mais on ne cherche pas le consensus. Pierre, je ne sais pas ce que tu veux rajouter. Oui.
Puis oui, c'est intéressant, d'autant plus qu'on parlait de diversité tantôt, de culture, de style cognitif. Puis j'ai bien apprécié le fait que parfois, dans des sociétés comme la société sénégalaise, on reconnaît qu'il y a des façons différentes donc d'aborder un projet, un programme, un processus, je sais pas comment le dire, mais je trouve ça important. Mais d'autant plus qu'un élément qui vient jouer beaucoup dans l'intergénérationnel maintenant, avec le fait que maintenant, on est en 3 générations qui travaillent ensemble, avec donc des partis, des façons de voir les choses différentes, avec les jeunes des générations Y qui voient la hiérarchie ou la relation d'autorité d'une façon différente de ce que les X comme moi peuvent avoir ou que les gens de la génération des boomers peuvent avoir aussi. Donc, c'est important de voir que maintenant, il y a un besoin également de prendre part à la discussion, d'autant plus qu'on sait, entre autres, de plus en plus, hein, il y a plein d'études qui montrent l'importance de la santé organisationnelle sur la santé mentale, donc des gens. Alors, on avait une conférence dernièrement à Québec du professeur Brun sur cet élément-là. Il disait, on a plein d'éléments qu'on sait, qu'on connaît, que les études montrent, mais pourtant, on a encore les mêmes problèmes dans les organisations, les entreprises et donc dans les projets. Ça va être donc important de donner. Les gens ont besoin d'avoir un sens au travail, ils ont besoin de contribuer au travail. Ils veulent plus uniquement être des bras, ils veulent être également une tête et des bras. Ils veulent participer à la fois à la décision et à l'exécution. Donc, d'où l'importance d'un leadership distribué, de dire, bon, dans le fond, que c'est tout le monde qui peut prendre le leadership dans l'organisation. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore réagir avant qu'on passe au tableau numéro 2? Il y a Bruce qui me dit qu'il aimerait rajouter une bulle, l'humilité. Donc, Bruce, je vais rajouter ta bulle parce que là, comme tu es dans un endroit où tu ne peux pas le faire, je vais le faire à ta place, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu peux t'exprimer sur le sujet, ça serait super. Oui, voilà, OK. Oui, donc je ne sais pas si ça appartient au savoir-être ou au savoir-vivre, mais dans toute mon expérience avec des équipes et surtout les équipes multiculturelles, multinationales, et ça rejoint les points dont vous venez de faire le tour là sur la diversité et l'empathie. L'humilité n'est pas en elle-même suffisante pour assurer la collaboration, mais lorsqu'elle est absente, la collaboration devient extrêmement difficile. Et maintenant que j'habite dans un pays où l'humilité n'est plus considérée comme une vertu, mais comme une faiblesse, j'en obtiens une conscience très forte. Ok, merci Bruce. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir? Oui, volontiers, moi je veux bien. En fait, moi je dirais, de côté autre, l'humilité, en fait, le contraire de l'humilité, c'est l'ego. C'est l'ego et c'est les deux ennemis finalement de l'intelligence collective, de l'intelligence sociale collaborative, c'est l'ego et le système hiérarchique finalement, classique tel qu'on nous l'a enseigné depuis des décennies. Et tel qu'il existe encore, hélas. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a les deux mondes qui s'affrontent, en fait. Puis vous mettez quelqu'un d'égotique ou qui fonctionne selon un système hiérarchique dans un groupe collaboratif, au bout de quelques temps, il n'y a plus de groupe collaboratif, en fait. Parce que ça ne fonctionne pas, en fait. Ça, c'est clair. Puis nous, on dit toujours, si vous voulez travailler dans un groupe collaboratif, mettez votre ego à la porte. Quel que soit votre titre, quel que soit, vos qualités, il faut venir tout nu, il faut venir sans ses diplômes, il faut écouter l'autre et puis accepter. Au début, quand on faisait des travaux en intelligence collective il y a quelques années, on disait, écoutez, le balayeur, il a autant sa place que le directeur général dans un groupe
parce que chacun a une connaissance comment dire, du problème qui est posé dans le brainstorming et à chacun une vision différente et chaque vision est autant, comment dire, a autant de valeur l'une que l'autre. Voilà, ça c'était ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on dit, ben oui, c'est vrai, c'est clair qu'il faut que quand on veut faire de la co-création en particulier, parce qu'il y a 3 niveaux, hein, il y a la collaboration, et le dernier c'est la co-création. Et la co-création, c'est le plus, comment dire, qui à avoir le plus d'interaction les uns avec les autres. C'est un peu l'équivalent dans le jardinage de la permaculture. Quand vous faites de la permaculture, ben, c'est l'équivalent de la co-création en fait. C'est-à-dire que tout est mélangé, mais c'est pas parce que tout est mélangé que les uns et les autres se sentent moins importants d'un côté ou de l'autre. Et surtout, ben, ça permet d'avoir une très belle productivité, une très belle création. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important. Et puis, je voulais faire juste une petite anecdote par rapport à tout à l'heure, par rapport à la diversité, puis à l'entente, à la compréhension de la diversité. Il y a quelque temps, j'ai eu un contact avec une dame américaine. Et puis, je lui ai parlé d'un de mes projets de faire des sphères bienveillantes, éthiques, des supports principaux. Et puis, elle m'a regardé d'un air bizarre, elle m'a dit non, c'est pas possible, je me suis pris plein de claques dans la figure, c'est impossible, ça ne peut pas exister. Donc ça veut dire qu'aussi il y a des endroits dans le monde où ce monde d'évolution vers la bienveillance, bah, ça va être plus dur que dans d'autres endroits de le faire comment dire, évoluer. Parce que simplement les gens, bah, ils vivent dans des milieux un petit peu agressifs comme ça, et ce qui fait que même l'idée même que ça puisse exister, bah, voilà. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir ou on passe au deuxième tableau? Eh ben, on passe au deuxième tableau. Le chef d'orchestre vient de me dire on passe au deuxième tableau. Donc Joël, je te laisse reprendre la main pour lancer le deuxième tableau. D'accord, merci. Alors, je vous invite à me rejoindre sur l'ardoise du deuxième tableau. Donc, pour ce faire, vous allez n'est-ce pas, à base de connaissances et vous allez trouver le thème 2. Donc, je passe la main aux animateurs. Pascal et Jean-Claude. Non, on avait interverti les rôles. Normalement, je jardinais et Jean-Claude. D'accord. Alors, intervertissez. Alors, Jean-Claude. Jean-Claude, si je veux me mettre au jardinage, si tu veux bien piloter, animer cette table ronde. Jean-Claude. 1 minute. Il nous fait 1 minute apparemment. OK. Oui, bonjour. Notre préoccupation, c'était un petit peu de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle va avoir des impacts ou a déjà des impacts sur notre vie personnelle, notre vie privée, ou aura des impacts dans l'avenir dans nos prochaines années. Puis on pense entre autres à des domaines de fond, santé, transport, éducation, sécurité civile, sécurité personnelle, économie, environnement. Et notre préoccupation, c'est est-ce qu'il faut en avoir peur? Comment est-ce qu'on s'installe par rapport à ça? Ça fait qu'on attend vos bulles pour aller un peu plus loin dans la discussion.
Encore une couple de minutes et on débute les discussions. OK. Quand on a débuté la discussion, on avait débuté la discussion en se posant la question, est-ce que l'impact est présent ou est-ce que l'impact va venir juste dans les prochaines années? Et là, on vient de voir un peu ce qui s'est passé avec le transfert ou la récupération de données dans Facebook, là, et ça porte toute la question de la vie privée. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, on va dire, sur cette situation-là? Comment est-ce que ça affecte nos vies? Et comment est-ce que dans l'avenir, ça risque d'affecter nos vies, le transfert de données-là? Je vais commencer, si tu me permets, Jean-Claude. Oui. Moi, je voudrais aborder la notion de liberté de travail, notamment en parlant du cas de la Chine, puisque en fait, en ce moment, le gouvernement chinois investit des milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et les entreprises en tant que telles ont introduit de nouvelles façons de travailler auprès de leurs employés. Et donc, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs employés de mettre un casque autour de leur tête pour examiner, on va dire, leur activité neuronale et déterminer à quel moment où ils sont improductifs et à quel moment où ils sont productifs. Et donc, à partir de là, de ces données-là, ils ont mis en place des approches on va dire, psychologiques, de travail organisationnel, qui ont pour objectif d'améliorer la productivité du travail de l'humain dans le cadre où il vit. Et donc, ils ont fini par obtenir des résultats de plus de 200%. La question qui se pose à travers ça, c'est bien la notion de liberté de travail ou de liberté individuelle ou de capacité de prise de décision, puisque si on a notre activité qui est constamment analysée, en fait, on finit par donner énormément de données à l'entreprise et d'être dépendant de l'entreprise, puisque elle-même a plus de données sur l'individu que l'individu lui-même sur lui-même, si vous me suivez. Et donc, in fine, cette liberté de mouvement peut très rapidement se réduire, puisque l'un des objectifs du capitalisme, c'est toujours aller sur l'amélioration des processus, l'amélioration de la productivité et de la capacité de travail de l'individu. Et donc, dans ce cadre-là, si on suit l'évolution, on va dire, historique, on voit que l'humain a été quand même, on va dire, restreint au niveau de ses libertés
ces libertés pour une logique de productivité. Et donc, dans ce cadre-là, si on introduit l'IA dans le cadre de l'augmentation de l'humain, ne risque-t-on pas de perdre notre liberté et d'action? Donc, c'est une question peut-être philosophique, mais qui, à mon sens, a un intérêt avec l'introduction au sein du corps de l'humain d'objets connectés ou d'analyse spécifique. C'est très intrusif hein, comme système. Oui, mais au départ, si tu veux, d'après mes lectures, les Chinois ont un peu résisté. Puis en fait, ils ont fini par accepter et ça semble être une acceptation de plus en plus sociale. La question, c'est que oui, la Chine est différente puisqu'on est dans un système communiste avec une intégration capitaliste et une société, on va dire, collectiviste. Alors qu'en Europe ou dans d'autres pays, on va dire l'Occident, on est dans une société individualiste. Donc, on est face à des confrontations de culture. Est-ce que ce qui se passe en Chine va nous affecter ou pas? Et est-ce que ce qui se passe en Chine en termes de résultats de productivité, ne risque-t-on pas de le retrouver plutôt que prévu en Occident, dans nos entreprises? En fait, l'intérêt du capitalisme est toujours d'augmenter la productivité et diminuer les coûts. Loïc, ça ouvre toute la question sur est-ce qu'on a intérêt avec ces données-là à regarder de l'autre côté de la médaille puis à dire ah, c'est correct pour les périodes où on va avoir une intervention un peu plus creuse. Ah, j'aimerais être assisté par on va dire une condition ou en tout cas une implantation. En tout cas, puis là, j'ouvre sur la partie de l'homme assisté, on va dire. Est-ce que le fait de savoir ça actuellement ne nous pose pas la question de pourquoi qu'on ne va pas voir un peu plus loin puis on ne se fait pas implanter des puces dans un peu partout pour aller plus loin, pour être plus productif, pour être plus efficient? En fait, il y a deux approches, à mon sens, c'est l'approche optimiste et pessimiste. Donc, je vous ai montré l'approche, on va dire, plutôt pessimiste actuellement, mais celle que tu montres est l'approche optimiste. Donc, on verra sur les prochaines séances sur la notion de liberté de données et puis de gouvernance, parce que ça rentre vraiment, c'est très important. Et puis, les dispositifs législatifs qui seront mis en place par rapport à ça. Mais rien ne nous empêche d'avoir une réflexion aujourd'hui sur une approche optimiste et se dire, bon, bah voilà, si on est augmenté, qu'est-ce que ça va nous apporter et est-ce que ça a un intérêt ou pas du tout? Moi, c'est le sens qui m'intéresserait en fait. Qu'on soit assisté par l'intelligence artificielle sur certains sujets, moi j'ai pas de misère avec ça si tu veux, mais après je dirais à un moment donné on est en train de changer d'humanité là et de dire c'est quoi le sens de la vie d'un être humain. Si demain si on regarde que le côté productiviste, bien sûr que toutes les économies ou les compagnies vont essayer d'être de plus en plus productives pour gagner des parts de marché ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi le sens en fait? Et si demain 50% de ton travail peut être fait par un robot, moi à la limite ça ne me dérange pas si j'arrive à vivre correctement en travaillant 50% moins. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'est préparé à ça? Est-ce qu'aujourd'hui l'organisation de la vie sociale, politique, culturelle et tout ça est prête à ça? Non, elle n'est pas prête en fait. Moi, j'aimerais bien interagir parce qu'il faudrait voir les résultats de cette. Il semblerait que la Chine l'a fait un taylorisme à grande échelle. Et il faudrait analyser qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les activités, etc. Parce que nous, on voit à l'interne que si on utilise des méthodes agiles, assistées avec WebIDEA Pro, tout ça, il y a de la musique électroacoustique dans le coin là. C'est de l'intelligence artificielle qui fait de la musique. Ouais. Donc, ça chauffe, Joël, ça chauffe chez vous. Ça chauffe, ouais, pas mal. Donc, oui, là, les motos qui transport en commun assisté. Là. Donc,
il faut voir que si on organise avec les outils qu'on a, il y a plein de choses qui peuvent être utiles. Par exemple, si on a des résumés de tous les articles, moi je ne peux pas lire tous les articles qui sont proposés, les recherches, etc. Et donc, si j'ai des résumés intelligents qui me sont proposés, ça aide. Si je vois que les médecins peuvent avoir un diagnostic assisté par ordinateur, alors c'est extrêmement intéressant parce que on peut diminuer l'erreur dans le système de la santé et ça serait pas mal important. Donc, je pense qu'il faudrait regarder exactement tout en mettant l'humain au centre des préoccupations, là, à mon avis. Pierre l'avait justement récupéré sous l'angle de prédire les maladies. Puis j'aimerais t'entendre un peu, Pierre, là-dessus. On va dire comment est-ce que on pourrait utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour justement s'assurer d'avoir soit une longévité, en tout cas, pour aller avoir une meilleure vie ou en tout cas. Ben, en fait, ma flèche, elle est sur santé, mais j'essaie de faire des flèches à plusieurs endroits, mais je n'ai pas encore réussi à maîtriser le lien dans l'outil. Mais dans le fond, c'est qu'effectivement, au niveau de la santé, entre autres, Watson de IBM permet de faire de meilleurs diagnostics en radiologie qu'un radiologue pourrait faire lui-même parce que il y a parfois des lésions qui sont tellement sensibles ou très, très fines qu'un œil humain n'arrive pas à le voir. Donc, effectivement, il y a un enjeu là-dessus qui est intéressant. Ça permettrait donc d'avoir de meilleurs diagnostics, de prédire et de peut-être même prévoir l'apparition de maladies puis peut-être faire de la prévention à cet effet-là. Cependant, là où il y a un côté moins intéressant, et ce n'est pas uniquement au niveau de la santé, je me disais, un des phénomènes de l'innovation dans l'entreprise, dans l'organisation ou dans la société en général naît souvent d'erreurs ou de hasards qui sont arrivés comme ça. Or, si on laisse à l'intelligence artificielle le soin de trouver un algorithme qui nous permet de prédire des choses, où est la part d'erreur qui amènerait à l'innovation? Où est la part d'erreur? Où est la part d'ambiguïté qui permettrait donc d'innover si le machine learning, entre autres, peut prédire et puis décider tout pour nous à l'avance. Donc, il n'y a comme plus place vraiment à l'innovation de ce côté-là, à mon avis, là, avec le peu de connaissances que j'ai évidemment du machine learning. Mais je sais qu'on utilise de plus en plus donc, les données pour prédire. Et moi-même, je suis en train de développer un outil pour un de mes clients qui veut prédire donc le comportement ou identifier des hauts potentiels dans l'entreprise, mais à partir des données massives, du big data. Et on essaie de trouver donc des KPIs, des indicateurs de performance qui sont déjà à l'interne dans l'entreprise, les études de satisfaction client, les études d'engagement du personnel, l'évolution des chiffres d'affaires, etc., qui nous permettraient de voir quels sont les prédicteurs, si on veut, des gens au potentiel. En même temps, en faisant ça, c'est ce que j'ai sensibilisé mes clients, ce à quoi j'ai sensibilisé mes clients, c'est on va essayer de cadrer les gens tous dans un même cadre. On va les mettre tous dans le même cadre et tout à coup, la marginalité qui souvent amène le changement dans l'organisation est évacuée à cause de ça. Donc, la prédictibilité va être intéressante, mais risque aussi de nous de trop nous cadrer, de nous faire trop focaliser sur certains points, puis de laisser tomber ce qu'en statistique on appelle les outliers. Là, je n'ai pas le terme français, excusez-moi, les données qui semblent être hors contexte. Les signaux faibles. Ouais, voilà. Oui, Pierre, deux choses. Je voudrais complémenter deux choses. Pierre, tu peux faire comme la Chine, là. Tu peux proposer à ton client de mettre des casques sur tous les salariés de l'entreprise pour examiner leur activité neuronale. Ouais. Mais derrière ça, outre, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, puisqu'en fait, ils sont arrivés à des performances de 200%, puisqu'ils ont pu, à travers ces casques-là,
analyser quand l'employé était performant et quand il était sous-performant, et puis mettre en place, on va dire, des processus spécifiques en fonction. Donc c'est peut-être une chose à analyser et étudier. Mais moi, je voudrais apporter une deuxième chose, que ce soit au niveau de la santé ou ce que tu viens de dire, c'est la notion de conflit. Parce qu'en fait, si l'IA venait à donner une décision qui est complètement à l'opposé de la décision humaine, ça peut arriver notamment dans le cadre de la médecine et notamment dans le cadre on va dire, d'un cancer. Il y a eu des exemples à ce niveau-là. Le docteur risque d'être désemparé puisque son analyse en tant que telle n'apporte en aucun cas la création ou le développement d'un cancer, mais que l'IA, avec toutes les données qu'il a pu traiter, va dire qu'il va y avoir ou qu'il y a un cancer qui est en train de se créer. Et donc là, quelle va être, on va dire, la décision du médecin, parce que c'est lui qui va prendre sa décision, par rapport à ce conflit où il se trouve complètement dans une ambiguïté et il doit dire ah ben moi je vous ai pas détecté quoi que ce soit, mais l'IA vous a détecté un cancer à son client. Mais comment je vais prendre ma décision par rapport à ça? Est-ce que je dois faire confiance à mon analyse? Est-ce que je dois faire confiance à l'IA? On est quand même sur du prédictif et le prédictif ne veut pas dire toujours vérité. Et c'est pour ça que j'ai introduit un petit peu une bulle où on parle d'éthique. Il faudra avoir vraiment une réflexion éthique autour de tout ça et voir l'implication que ça aura donc sur la société. Je pense que c'est une réflexion qu'on devra avoir, sinon ça n'aura pas de bon sens, puis on va tomber dans des excès. C'est tout à fait, c'est le prochain thème. Tout à fait d'accord, mais je pense que on a l'exemple avec Waze qui te propose en utilisant des algorithmes d'IA, te propose des chemins. Et toi, comme conducteur, tu utilises ton sens commun et tu dis, ben non, ça n'a pas de sens, bon sens. Et je suis en face d'un gros trou ou d'une déviation où la ville a décidé de fermer telle route. À ce moment-là, je ne l'accepte pas. Et donc, c'est l'humain qui va prendre la décision. Et on a l'exemple concret de Tesla, je pense qu'il faut l'apporter à ce moment-ci. Tesla avait tout automatisé la production, puis ça n'avançait pas. Alors, ils ont réintroduit les humains, justement, Pierre, pour être capable de résoudre tous les problèmes que la machine n'était pas capable de résoudre. Et donc, ça bloquait toute la production. Et là, les humains, rapidement, ils utilisent leur pouce, là, ils vont leur sens commun et puis facilement, ils résoudent des problèmes et font avancer le processus. Et leur production a augmenté. Alors, c'est comme le contre-exemple de ce que Loïc a porté. C'est intéressant, je trouve. Mais Loïc, il a dit qu'il avait augmenté de 200. Peut-être que les mecs étaient mauvais avant. Mais pour continuer à contrario de ce que tu viens de dire, Joël, puisque c'est intéressant cette thématique. Récemment, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une Tesla qui a foncé dans une voiture de police. Et donc, en fait, derrière ça, c'est la question, c'est que a priori, ce serait l'intelligence artificielle qui serait trompée, mais on met ça sur la cause de l'humain. En même temps, Waze, c'est très bien. Si tu connais ton trajet, donc tu peux éventuellement optimiser ton trajet parce que tu sais que tu peux passer à droite et à gauche et ça va te gagner du temps. Mais si tu ne le connais pas, tu vas faire confiance à l'outil. Et des fois, l'outil va te donner une bonne direction ou un bon chemin, et puis des fois, il va te donner un mauvais chemin. Donc, c'est toujours une ambiguïté qui est liée à savoir est-ce que je fais confiance à l'outil ou est-ce que je fais confiance à moi-même. Si je fais confiance à moi-même, l'outil va m'apporter plus de productivité parce que c'est lui qui avait raison. Et si je fais confiance à l'outil, en fait, il va m'apporter moins de productivité parce que moi, j'avais raison. Et là, j'ai un exemple en France là, qui est sorti il y a 2 jours.
C'est une commune qui se plaint de Waze parce qu'en fait, comme il y a des bouchons dans la région parisienne, tout le monde suit Waze qui donne des chemins alternatifs pour faire moins de chemin. Et en gros, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'avaient pas de bagnole dans leur quartier. Maintenant, ils en ont trop. Ah oui, tout à fait. C'est une théorie. Il y a une théorie économique derrière ça qui dit qu'en fait, l'humain a une rationalité limitée. Et puis qu'en fait, la somme des décisions qu'il prend peut arriver à une irrationalité. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que tout le monde fait confiance à l'outil, et puis in fine, on se retrouve dans une situation qui est comme naguère, quoi, avec des bouchons. Moi, je me posais juste la question, je vais revenir juste par rapport à votre notion de changement. En fait, est-ce que le médecin doit choisir de son diagnostic ou celui de la machine? En fait, moi, personnellement, je suis spécialiste des signaux faibles depuis des années. Et ce que je peux vous mettre en parallèle, c'est le signaux faible qu'on voit en éducation, parce que j'écris aussi beaucoup en éducation. Et en éducation, on voit le rôle du prof. Alors, je saute un petit peu de l'intelligence artificielle, mais c'est un exemple qui est super intéressant parce que le prof, aujourd'hui, il a un changement, son métier est en train de changer. Pourquoi il change? Parce que tous ces étudiants, ils ont accès à Wikipédia, à Internet. Donc, le prof n'est plus le centre du savoir, mais le prof, maintenant, au lieu d'être à la tête du savoir, maintenant, il doit accompagner la classe. Et donc, il a un changement de son métier. Donc, ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on risque de se retrouver avec ce genre de paradoxe. Et puis là où vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut suivre ma position ou celle de la machine, simplement, je pense qu'il va y avoir un glissement en fait de nos états d'esprit pour qu'on puisse s'adapter à ces nouveaux paradoxes qu'amènent les machines. En fait. Oui, puis il y a d'ailleurs des études en neuropsychologie qui montrent que, par exemple, l'utilisation des GPS sur la voiture diminuerait la capacité à avoir une orientation spatio-temporelle chez les individus. Donc, ça peut aussi venir au fait que la sous-utilisation d'une fonction cognitive va tout simplement la faire péricliter, puis il ne sera plus utile, puis on pourra plus être capable de le faire éventuellement, peut-être pas demain, mais dans quelques années. Je crois qu'on le sent, enfin moi je le sens un peu, c'est-à-dire que sur ma capacité de lecture entre lire un livre puis lire un document sur Internet, c'est deux choses différentes et c'est deux types d'énergie qui sont différents. Et aujourd'hui, je me sens plus fatigué à lire un livre qu'à lire sur l'écran. Parce que mes capacités cognitives je pense, ont changé. Et aujourd'hui, les nouvelles générations, je discutais encore récemment avec un ami qui me disait, moi, je suis capable de me concentrer 4 heures sur mon programme et de développer et de ne pas dévier. Quand je regarde les nouvelles générations, en fait, eux, ils sont capables de travailler 15 minutes ou une demi-heure et puis après d'aller directement sur leur Facebook parce qu'ils n'ont plus cette capacité de concentration et de développement. Donc, avec l'utilisation simplement du passage, on va dire, de l'ère manuelle à l'ère digitale, on a une transmutation de notre capacité cognitive qui se fait et de la façon dont on travaille est aussi différente. Et si on essaie de revenir en arrière, en fait, on est beaucoup plus fatigué. Il y a aussi une évolution au niveau du langage. On sait que depuis des années, avant, les étudiants, quand ils écrivaient des textes avec des longs paragraphes, et on sait que depuis quelques années, ils écrivent des tout petits paragraphes qui sont liés donc, à l'utilisation de Twitter et d'autres choses. Mais là, le fait de communiquer, par exemple, quand on utilise les traductions automatiques, on s'aperçoit qu'on est obligé de parler de plus en plus simplement aux gens. Si on veut utiliser les traducteurs automatiques et si on veut travailler, si on veut parler avec des gens de l'autre côté de la planète. Et moi, je me pose la question que si le fait de parler avec la machine, ça ne va pas nous obliger aussi à avoir un langage un peu plus simplifié et de perdre finalement toute une partie de notre champ, de notre richesse, de verbale. Simplement parce qu'il va falloir communiquer avec des gens de l'autre côté de la planète. Moi-même, quand j'écris que je fais des textes qui doivent être traduits en anglais, j'écris beaucoup, beaucoup plus simplement que ce que je le fais en parlant sur un texte français. Et je me demande si le fait de parler avec la machine, ça ne va pas aussi induire ce genre de phénomène. Moi, je suis plus dans l'intelligence artificielle sur un système qui s'appelle DEMS, qui travaille sur la valeur. Les valeurs, ça veut dire qu'il faut formater l'esprit à parler à la machine sous forme de valeurs. Et donc ça, je pense, ça fait des changements aussi au niveau de la façon dont on pense une situation ou un concept.
Mais en même temps, les recherches sur le machine learning montrent qu'on peut effectivement aussi élargir le vocabulaire de la machine. J'ai assisté à une conférence de M. Benjo dernièrement de l'Université de Montréal à cet effet, qui lui disait que c'est peut-être pas là qui est le plus grand parce que les machines vont être de plus en plus sophistiquées, vont être de plus en plus capables de faire des liens, puis de faire des liens sémantiques finalement. Donc, ça, je pense que ça va venir. J'ai pas trop de problème là-dessus. Moi, je pense que c'est plus qu'on va peut-être trop se référer à des machines pour faire les choses plutôt que les faire soi-même, parce que ça va être facile. Puis, je le fais moi aussi quand moi, j'écris en anglais et en français. Ça m'arrive parfois aussi d'avoir à traduire mes textes dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada. Et je vais sur Google, puis il y a quand même un peu d'édition à faire, là, parce que c'est pas parfait, mais je le fais. C'est moins long que de le faire quand je le fais en traduction. Donc, c'est en quelque part où je deviens un petit peu paresseux, si je puis dire, par rapport à ça. Mais il y a possibilité de le faire quand même. Puis les machines, il y a quand même Google Translate, traduction a évolué beaucoup et beaucoup plus précis qu'il n'était avant parce qu'à force de l'utiliser, la machine donc apprend et puis élargit son vocabulaire, c'est liens sémantiques. Oui, mais je crois qu'on oublie une chose qui est importante, c'est l'effet de cascade. Si on regarde par exemple les marchés financiers en tant que tels, ben, en fait, l'humain en termes de trading, il a plus cette capacité de réaction en tant que tel. Je vends, j'achète, je vends, j'achète, et ainsi de suite. Et à quel moment je vais vendre, et à quel moment je vais acheter pour essayer d'anticiper le marché ou voire de le prédire sur une hausse ou une baisse. Et la crise financière, bah, elle l'a montré, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme on est tous les marchés financiers sont gérés par des robots en tant que tels, ben, quand il y a quelque chose qui se passe, ben, on a un effet de cascade qui arrive, qui fait que tout s'écroule d'un coup et on n'est pas forcément ou plus capable de contrôler cette évolution-là. Et on se retrouve dans une situation qui peut devenir complètement catastrophique. Oui, on a paramétrisé ça. On sait maintenant comment mettre des paramètres pour empêcher cet effet de boule. Oui. Mais la crise a été plutôt faite par les humains qui ont vendu des hypothèques à des personnes qui savaient qu'ils ne pouvaient pas payer. Alors, à un moment donné, le domino a joué, bingo, et puis c'était comme... et ça va recommencer parce qu'ils ont enlevé ces barrières aux États-Unis. Oui, mais derrière ça, c'est géré par des robots. C'est-à-dire que les investissements sont mis sur des marchés financiers, les produits sont de plus en plus complexes, et derrière ça, ces produits-là doivent rapporter un taux d'intérêt. Pour rapporter ce taux d'intérêt, ce n'est pas l'humain qui va le gérer, mais c'est un robot. Oui, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a dans le domaine financier, il y a comme la maison qui prend de la valeur. Maintenant qu'il va y avoir le nouveau train, alors il y a des terrains qui vont augmenter la valeur parce que le transport va être proche. Mais il y a aussi des variations sinusoïdales et c'est comme ça que les banques font de l'argent. Alors, et ça, les humains ne sont pas capables d'y aller. Et ils ont les banques des systèmes qui les assistent là-dessus. Là. Et ça, c'est profiter des variations dans le marché. Et il faut aller très vite. OK. Il y avait, c'est parce qu'on n'a pas abordé un peu la place qu'on laisse aux GAFAM dans justement ce développement d'intelligence artificielle-là. Là. On va dire, c'est eux autres qui sont à l'avant-garde. Est-ce qu'il faut commencer à regarder l'impact, que ce soit le privé qui fasse ça et non pas le public? Est-ce qu'il faut commencer à regarder la réglementation autour de ça? Puis la semaine prochaine, on va aborder probablement la partie éthique en arrière de ce développement-là. Là. Mais comment est-ce qu'on voit Google, Amazon, Facebook, comment je me dis, comment est-ce qu'on lui laisse toute la place ou qu'on décide de réglementer? Est-ce qu'on a le choix? Ouais. La problématique est que ces entreprises ont tellement investi dans ces domaines-là et ont une capacité de lobbying extrêmement importante qu'elles se placent, on va dire, à n'importe quel endroit sur la planète. Prenons le cas de la France qui vient
sur lequel il y a plus de 10 milliards qui vont être investis dans les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Et on a DeepMind qui est venu s'implanter directement en France. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir bénéficier de ces subventions pour pouvoir continuer dans le cadre de leur travail. Alors certes, il y a des Français qui vont être embauchés et puis ça va permettre une acquisition de compétences, mais derrière ça, c'est quand même une entreprise américaine. Donc ça laisse supposer où va être stockée l'information, où va être stocké les concepts, les processus et toutes les analyses qui sont faites derrière. Parce que si demain l'entreprise décide de partir ailleurs, ben, il n'y a plus rien en France. Donc c'est... L'autre Loïc, voulais-tu intervenir aussi par rapport à ça? Parce qu'il avait justement mis des bulles, on va dire, c'était une de ses préoccupations. Là, on doit m'entendre, je crois. Ouais, là, c'est bon. Ouais, nickel. Donc, ouais, moi, j'avais mis les bulles vie privée, récolte des données en permanence. Et donc, ouais, en fait, il y a du bon et du mauvais parce que on récolte des données en permanence. Bah, l'exemple que je vais prendre, c'est Google, hein, parce que je pense la plupart d'entre vous utilisent Google. Et donc, je vais commencer par ce qui est bien d'abord, c'est que en récoltant ces données, bah, il y a du machine learning. Et donc, par exemple, quand vous allez dans un magasin ou dans un centre commercial, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais du moins à Paris, ça marche comme ça. Quand vous allez dans un magasin, bah, en fait, Google sait que vous rentrez dans le centre commercial, par exemple, et vous propose, en fait, vous affiche, si vous voulez, le plan du centre commercial en disant, ah ouais, au premier étage, tu as ce magasin-là, ou tu as celui-là, etc., etc. Et pareil, en fait, ça peut vous donner des avis sur les restaurants à proximité. Si vous ne connaissez pas la ville, si vous allez à Bordeaux, par exemple, vous allez à Bordeaux, vous êtes un touriste, et on vous dit, bah, écoutez, il y a un endroit sympa là-bas, il y a un endroit ceci là-bas, parce qu'il y a 36 000 personnes qui sont venues là-bas, ils ont ces données-là, et du coup, ça peut aider. Donc ça peut être pas mal parce que ça peut proposer des services pertinents. C'est pour ça que j'ai mis ça. Le revers de la médaille, au final, c'est que ces données, bah, souvent, on ne sait pas vraiment à quoi elles servent localement parce qu'elles peuvent être revendues à des tiers. On peut avoir des propositions commerciales. L'exemple, c'est par exemple, vous voulez acheter un téléphone. Vous allez sur un site pour voir les téléphones que vous voulez acheter. Le problème ensuite après, c'est que Google comprend que vous voulez un téléphone. Donc, dans les autres sites, vous allez voir, vous allez voir des publicités sur les téléphones, etc., etc. Donc, c'est les données aussi qui peuvent vous traquer. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi que ces données peuvent être utilisées par les autres entreprises. C'est pour ça que en ce moment, il y a quand même cette émergence de la vie privée. Enfin, justement, on en parlait avec Pascal, déjà avec la GDPR. Déjà, l'État s'intéresse à ce problème-là. Et même les gens en général, aujourd'hui, commencent à réaliser, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné mes données, mais elles sont où maintenant? Et oui, donc ça revient au cœur des discussions. Donc, c'est une bonne chose au final qu'on s'intéresse à nos données. Et donc, en parallèle, on a aussi des émergences d'alternatives comme DuckDuckGo, par exemple, en moteur de recherche, ou Quant, qui est français, et qui permet en fait de contourner ces GAFAs. Mais après, le problème, c'est comme vous l'avez dit, les GAFA ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de lobby, etc. Ils sont vraiment présents et il y a plein de services qui sont contrôlés par les GAFA. Et la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est que les utilisateurs, moi comme vous, c'est de se défaire de ce système-là. Donc, c'est un peu compliqué et pour des personnes, c'est inimaginable. Donc, au final, les GAFAs continuent quand même de récupérer les données malgré les réglementations. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Facebook qui s'est pris encore une autre claque, puisque en fait, il a partagé des données avec des entreprises chinoises, qui est contraire, on va dire, aux USA. Et je pense que dans les jours peut-être à venir, on va en entendre encore plus parler. Et donc, il arrive à un moment donné où on voit que le contrôle de la donnée personnelle que nous, on pense peut-être avoir, on ne l'a pas du tout. Parce que derrière ça, il y a toute une activité commerciale qui est développée et qui permet à des entreprises de savoir. Actuellement, j'ai des amis qui savent comment rentrer sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus, et connaître tous les mots de passe des utilisateurs.
on peut se poser la question comment c'est possible. En fait, il y a tellement de trous de sécurité à l'intérieur. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est pas fait exprès, qui fait que il suffit de forer un peu dans les API pour voir qu'il y a des tas de problèmes qui se posent derrière, quoi. Donc, quelle est notre alternative? C'est de supprimer ces GAFA et trouver des alternatives ou on n'en a pas? Si on balancer une bombe nucléaire. La blockchain est une alternative. S'inventer des avatars qui disent toutes sortes de choses. Là. Blockchain. Pour moi, c'est la blockchain qui est l'alternative. C'est bon. Ou peut-être d'encourager la recherche dans les universités aussi. Puis je pense qu'entre autres, à Montréal, ils essaient de faire ça de plus en plus. Puis Bengio a refusé de joindre justement un des GAFA pour garder son indépendance de chercheur. Donc, il y a cette possibilité-là aussi pour les gouvernements, sans pour autant réglementer, mais tout le moins favoriser la recherche indépendante dans nos universités aussi. Ça semblerait être un cas unique parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Canada, en France ou dans d'autres pays où l'intelligence artificielle se développe et s'implante, comme le disait Loïc, il y a des partenariats publics-privés avec des entreprises, des universités, des scientifiques qui font tout pour que le business l'intelligence artificielle se développe pour plus de profit, pour plus de résolution de problèmes qui peuvent être liés aux objectifs de développement durable, les SDGs, que les Nations Unies ont mis en place. Mais souvent, c'est plus pour faire plus de profit. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que ces recherches-là sont pas assez subventionnées par l'État. C'est la raison pour laquelle ils établissent des liens. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, il faudrait davantage qu'on finance par le public ces recherches de façon à les rendre plus indépendantes. Mm-hmm. Je voulais juste rajouter, pour moi, je me méfierais moins des GAFA que des sociétés d'assurance. Parce qu'à mon avis, l'intelligence artificielle et puis tout le réseau de surveillance va passer d'abord par les sociétés d'assurance. Ah ouais. Parce que c'est eux qui vont imposer qu'on ait des objets connectés sur nous, des tatouages connectés, des puces sous la peau, etc. Parce que si on n'a pas ça, si on veut garder notre indépendance, ben notre assurance sera 10 fois plus élevée que celui qui sera connecté de partout. Et donc, je pense que tout à l'heure, on se demandait par où arriverait l'intelligence artificielle et puis la robotique, tout simplement par là. Et puis après, les GAFA, oui, c'est clair que demain, enfin moi, ma vision à moi, c'est que demain, le monde sera séparé, non pas par les États, non pas par, les entreprises, etc. Ce sera les GAFA, c'est-à-dire on appartiendra à tel GAFA, à telle communauté de GAFA ou à telle autre communauté de GAFA. On est en train de voir Amazon qui a lancé sa propre cryptocurrency. Et les gens qui achètent cette crypto, ils ont, je ne sais plus combien, quelque chose comme 40% de rabais sur tous les produits. Donc, ça veut dire que les gens, ils vont choisir de rentrer dans telle ou telle communauté. Puis, à un moment donné, les GAFA diront « Ah, mais vous êtes chez nous, mais vous n'allez pas chez les autres. Et puis, si vous n'allez pas chez les autres, vous aurez encore plus de rabais. » Et puis, je pense que le monde, il va plutôt là-dedans, en fait. C'est plutôt en dehors des data, etc. Je pense que là, c'est le cœur du problème. C'est la consommation humaine. Et c'est la santé humaine. Et ça c'est les deux points qui font que l'intelligence artificielle et la cybernétique, la robotique va émerger et puis s'implanter durablement parce que simplement il y aura cette pression financière qui sera présente et qui sera tangible et puis qui sera liée à la monétisation de notre liberté. En fait, merci Virginie. Ouais. C'est un petit peu, ça ouvre sur la discussion qu'on va avoir la semaine prochaine au niveau de l'éthique. Oui, c'est ça. OK? Fait que merci pour la discussion. Je repasse la main à Joël pour compléter. Alors, je voudrais vous inviter à l'ardoise, enfin la fenêtre retour, n'est-ce pas, sur la rétrospective du 06 juin. Donc, je vous invite à aller mettre des bulles sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que sont vos impressions, enfin, vos commentaires. Oh, c'est gelé. OK.
comme on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais ouvrir le micro pendant que vous écrivez et je vais vous inviter à mettre les commentaires de la fin. Peut-être Nardi au Togo. Nardi, quels sont vos commentaires sur l'expérience d'aujourd'hui? Nardi au Togo? Pas de Nardi au Togo. En Suisse. Je suis là. Bonsoir. Ok, c'est quoi Bonsoir à tous. votre mot de la Bonsoir, fin? Joël. Oui, bonsoir. Ouais. C'est ma première fois de participer au collab. J'ai trouvé les échanges vraiment intéressants. Je n'ai pas pu réagir parce que je n'ai pas une bonne maîtrise de la plateforme. C'est pourquoi j'ai laissé tout le monde agir. Le 13, je serai là et je vais agir aussi. C'est intéressant les échanges. J'ai beaucoup appris, surtout le débat sur les GAFA. Et je me demande, l'Afrique est où dans tout ça? Parce que la facture numérique nous limite beaucoup et nous sommes consommateurs. On ne pas à tout ça. Donc, merci et à la prochaine. Le cas de l'Afrique est vraiment intéressant à étudier. Hein. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une grande conversation. Merci, Nardi. Et écrit la bulle fracture numérique, c'est très important là. Marie-Claude à Gaspé. Est-ce que Marie-Claude est toujours là? Non. Jean-Claude, est-ce qu'elle est avec vous, Marie-Claude? Jean-Yves à Gaspé? Jean-Yves Gaspé? Loïc Nanterre? Alors, j'enlève mes écouteurs. Donc, les sujets étaient intéressants, les discussions étaient intéressantes. Moi, j'ai une suggestion peut-être pour améliorer la chose, c'est par exemple, c'est au niveau de la configuration, parce que je trouve qu'on a passé pas mal de temps au niveau d'ajuster comment ça marche et tout. Donc, j'ai pensé à une idée, ce qui est très intéressant, c'est que soit Pascal ou toi, Joël, tu fasses peut-être une vidéo, tu fasses sur YouTube, quelque chose comme ça, qui explique, par exemple, les bases de comment faire une bulle, comment faire un lien, etc., comment se connecter. Comme ça, les gens, quand ils arrivent, ils connaissent déjà les choses et c'est plus simple. Et même si, par exemple, un peu plus tard, ils reviennent, ils oublient, ils peuvent aller voir une vidéo sur « Ah oui, comment on fait une bulle, comment on fait un lien ». Je pense que ça peut aider pas mal de personnes, tu vois, ça peut être intéressant. Mais sinon, le sujet de l'IA et ouais, les sympathies avec l'intelligence sociale et collaborative, c'était intéressant et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Donc, ouais, merci à vous, c'était cool. Pour répondre à ta question, on a des vidéos tutoriels sur le site Collab du Savoir qui expliquent ces éléments-là. Ah bah parfait. Alors. Oui, je le confirme, je l'ai suivi, mais je ne l'ai pas suivi avec attention. Je le confirme, il y a des vidéos. Oui. Après, Joël accompagne aussi les personnes qui souhaitent pratiquer. Hein. C'est bien ça, Joël. Oui, c'est ça. Ceux qui demandent une pratique personnalisée, je suis disponible. Et donc, très bonne idée. Roberto, à Paris. Alors, moi, j'ai un souci technique, c'est-à-dire je n'ai une tablette avec un écran trop petit. Donc, je n'ai pas réussi à participer. Du coup, je n'ai pas réussi à saisir des choses, mais parce que je vois difficilement ce qui a été produit. Alors, sinon, des discussions très, très intéressantes, toujours un petit peu sur ma faim, parce que sur les GAFA, on aurait pu discuter 4-5 heures. Et après, sur l'éthique, c'est la prochaine fois, mais il y a plein de choses
qu'on a abordés, qui sont des thèmes à part entière. Donc, un petit peu sur ma fin, sur l'envie de continuer à discuter beaucoup plus en profondeur. Merci Roberto. Catherine Livet, à Montréal. Allô Catherine? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Pierre, à Montréal. Oh, oui, bon, que je savais de partir, mais oui, j'ai beaucoup apprécié aussi ces échanges. Je trouve ça très riche et puis je me perçois que j'ai pas une très grande connaissance de la chose encore. Donc, je suis encore intéressé à continuer à collaborer à cela, mais je trouve ça hyper intéressant. J'aime bien aussi la technique qui est utilisée de faire des cartes mentales comme ça, c'est de façon collective. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Merci Pierre. Alors, Bruce. Il est parti, Bruce. Il est parti. OK. Virginie, à Lausanne. Il est parti. D'accord. Le son est coupé. Le son est coupé. Oui, je disais que j'adore venir parce que c'est toujours intéressant, ça offre plein de champs de perspective avec plein de spécialistes qui parlent de plein de sujets comment dire, intéressants. C'est vrai qu'on n'a jamais le temps d'aller au fond des choses, mais on nous retrouve des champs du possible, alors c'est compliqué. Mais je dirais que c'est une base pour aller vers des réflexions beaucoup plus approfondies. Peut-être chacun sur son blog, par exemple, si vous avez des blogs. Puis peut-être qu'il faudrait imaginer quelque chose pour une petite suite justement après ces sessions peut-être. Merci Virginie. Loïc, ici à côté. Oui, bah écoute Virginie, on peut considérer ces éléments-là comme des séances de brainstorming et de premier échange sur lequel on essaye de fertiliser. Après, c'est comme tout. Si on veut se concentrer sur quelque chose, ben, il faut aller rechercher l'information et puis la travailler soi-même. Donc, chacun apporte une somme de connaissances, mais après, c'est à nous de travailler sur le fond et d'aller chercher les éléments. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de travailler sur des cartes mentales et puis de travailler, comme on le fait aujourd'hui, sur une approche collaborative et d'échange. Après, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, c'est à nous de faire l'effort d'aller beaucoup plus loin dans le travail. Donc voilà. Non, mais aujourd'hui, c'était très intéressant. Des belles cartographies ont été créées et ça promet de belles choses pour la notion, pour les 2 prochaines séances sur l'éthique et sur la gouvernance, puisqu'en fait, je pense qu'à travers les thèmes qu'on a pu aborder aujourd'hui, ben, ça pose aussi beaucoup de questions et on pourrait reprendre un certain nombre de concepts ou d'idées qui ont été avancées, puis après essayer de réfléchir sur des bases philosophiques, éthiques ou de gouvernance si on veut aller beaucoup plus proche, beaucoup plus du côté de l'entreprise. Merci. Luc Rotana à Emerville. Oui. Donc j'ai trouvé également les échanges très intéressants et riches. Je ne suis pas beaucoup intervenu. J'ai plus écouté et contribué aux différentes cartes mentales. Mais pour rebondir sur ce que disaient Virginie et Loïc, moi je suis intéressé, intrigué aussi par ce qu'on va faire de cela. Parce qu'aujourd'hui le travail est documenté, les contributions sont documentées, mais derrière, est-ce que ça va être une utilisation personnelle ou collective à travers un partage public? Ce qu'on fait, vous le faites déjà via votre blog, Collab du Savoir, mais est-ce que derrière, il va sortir un design de produit de service? Est-ce que ça va être des ébauches de solutions sur tel problème? C'est tout ça qui m'intrigue aussi. Ou est-ce que ça va être rien du tout? Aussi, ce qui est une possibilité, voilà. Et je suis intrigué par ça et ça me fait penser à ça, voilà. Oui, c'est un bon challenge que tu danses et c'est l'idée du défi de chacun de proposer des initiatives et de chercher à engager des personnes pour aller dans ce projet-là. Alors, le défi est lancé. Alors, Pascal à Nanterre. Ok, encore une bonne séance, super, bienvenue aux nouveaux. J'espère qu'ils seront là encore la semaine prochaine et qu'il y en aura d'autres nouveaux.
pour répondre aux interrogations je dirais, de plusieurs d'entre vous qui dire ouais, on a fait plein de choses, on n'a pas le temps d'aller au fond des choses ou quoi que ce soit. Sachez que en dehors du collab, qui est un événement particulier qu'on fait tous les ans sur 2 semaines, il y a tous les mois, on peut prendre des sujets qu'on n'a pas été à fond ici pour continuer le débat ou quoi que ce soit. Ensuite, pour créer un produit et un service sur ce qui a été échangé, l'esprit et les valeurs du collab, c'est que tu viens, tu amènes ce que tu veux et tu repars et tu prends ce que tu veux. Après, rien n'empêche à quelques-uns d'entre nous de monter des équipes ou quoi que ce soit pour essayer d'aller un peu plus loin. Je dirais là-dessus, c'est ouvert. Hein. En tout cas, content d'avoir pu échanger avec vous. Merci Pascal. Jean-Claude Agaspé. Pas de Jean-Claude? Oui, Jean-Claude est là. Il avait fermé le son. Oui, toujours intéressant. Puis on va dire pour justement rebondir un peu sur ce qu'on fait avec ça, là, on va dire effectivement, on peut créer des petits groupes pour aller plus loin dans certains domaines. Là. Et c'est sous cet angle-là, on va dire que je trouve que c'est un gain. Surtout quand il y a des nouveaux qui arrivent, parce qu'il y a même justement cette préoccupation-là. Comment est-ce qu'on utilise ce qui nous reste? Là? Merci. Merci Jean-Claude. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Jean. Oui, pour moi, c'était une première initiation. J'ai apprécié beaucoup la spontanéité et la qualité des interventions. Puis je pense que ça crée des besoins pour continuer dans ce sens-là. Puis j'en parlais à Jean-Claude, peut-être plus faire localement l'exercice international qu'on vient de faire. Je trouve ça très intéressant. Puis bravo aux initiateurs du projet. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ai pas nommé? Allô? Tout le monde a pu s'exprimer. Bon, excellent. Donc, moi, j'ai trouvé la séance super extraordinaire. Bonne participation de tous. Et bonne diversité de points de vue, de villes, de pays. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, on se donne rendez-vous le 13. Alors, je serai à Paris avec Pascal et d'autres personnes. Et puis, mais on va être tous à un clic de distance. Et puis, comme disait Loïc à Nanterre, il y a des vidéos que je vous encourage fortement à regarder sur comment fonctionne le mur virtuel WebIDEA Pro. Et si vous avez des doutes ou vous voulez une séance interactive qui est plus dynamique, à ce moment-là, on peut se donner rendez-vous et puis faire travailler ça ensemble. Donc, ici, Joël Musard à Ecto. Et je vous dis bonjour et puis ça m'a fait plaisir, c'est extraordinaire. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, à bientôt. À bientôt les mousquetaires. Ah, c'était super, Joël. Super, ouais, super. Ouais. Je vais t'obliger d'y aller parce que là, je ne veux pas avant 22h chez moi parce que de temps en temps. On se fait un point dans la semaine si tu veux. OK? OK. À bientôt. À bientôt.